Bonjour et merci de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les jours du lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, une émission pour juger les faits majeurs de l'actualité. 4e et avant-dernière convocation de la semaine. Merci également à vous qui nous faites l'amitié en nous suivant sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, juge Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour madame, monsieur. État des lieux de la liberté de la presse et quel avenir pour le journalisme d'investigation en Afrique? La question sera posée à notre convoqué du jour, éditorialiste réputé, journaliste d'investigation de renom. Il est ancien ministre et actuel secrétaire général du gouvernement du Sénégal, Abdoulatif Coulibaly. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, je l'ai dit, avec vous, nous allons parler journalisme et surtout journalisme d'investigation et également l'état des lieux de la liberté d'expression en Afrique. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge Bougman, vous avez la parole. Merci président, j'ai deux avant-propos. Le premier avant-propos, c'est le procès Thomas Sankara, où essentiellement il y a deux personnes qui sont chargées, Yassine Kafando et Arzouma Ouedraogo dit Otis qui n'est plus, et Yassine qui n'est pas sur le territoire national. Et donc, en face également, un général serait imperturbable dans sa ligne de défense, qui a été la même ligne de défense, résumée d'ailleurs par maître Prosper Farama, lors des grands dossiers de la République qui l'ont impliqué. Alors, c'est monsieur qui arrive tard, ou ce sont les éléments qui ont fait, il n'est jamais au courant de quoi que ce soit. Et c'est sa ligne de défense, et j'ai dit bien, il tient bien sa ligne de défense, et il se défend bien pour le moment, il est serein. Maintenant, dans ce dossier, il y a des Burkinabés aussi qui avaient jugé et condamné des gens qui attendent une validation, qui attendent que soit la Cour parte dans ce sens, ou qui ont trouvé que des gens sont coupables, et qui s'attendent également à ce que les gens disent « je suis coupable ». Donc, et quand la personne se déclare non coupable, ça suscite de l'indignation, et comme on appelle ça, et beaucoup de réactions. Donc, c'est aussi ça, Thomas Sankara. C'est un sujet de passion, c'est un objet de passion. Et quand on parle de Thomas Sankara, les positions sont tranchées. Nous ne sommes pas encore parvenus à rapprocher les positions. Et ça se dénote effectivement d'ailleurs à travers ce procès-là. Donc, en même temps, ça laisse voir le climat social en son temps, ce que des soldats pouvaient faire, se lever d'eux-mêmes, aller tirer sur un président et ses compagnons, et que le chef soit là, impuissant, sans pouvoir rien faire. Diendéré dit « je ne pouvais pas ». Ceux qui pouvaient, c'est Blaise et Lengani, qui ne se sont pas aussi assumés. Bon, Lengani n'est plus, Blaise n'est pas là aussi pour se défendre, qui ne se sont pas aussi assumés par rapport à sanctionner des gens qui ont tiré sur un chef de l'État. Lui dit qu'il n'avait pas cette responsabilité, mais ceux qui l'avaient ne l'avaient pas fait. Pourquoi ont-ils donné l'ordre? Parce que Diendéré, pour lui, c'est pour éviter un carnage, mais il y a l'après. Après, il y a la gestion de ce crime-là. Qu'un pouvoir érige quelqu'un en héros national, mais refuse de sanctionner ou ne prend pas d'initiative pour sanctionner ceux qui l'ont fait, donc sur un coup de tête, parce que c'est comme ça que les choses se résument. Effectivement, ça laisse percevoir comment est-ce que il y a un flou artistique autour de cette affaire. Flou artistique parce que également les acteurs clés, ceux qui ont tiré, qui ont conduit et tout, pour la plupart ne sont plus de ce monde. Certains ont été tués par balle comme Gaspard, comme on appelle ça, affecté, et qui ne voulait pas aller et qui a voulu fuir quand il devait rejoindre son poste à Gawa, et puis il a été tué par une balle. Certains sont morts de maladie. Donc, on a l'impression aussi que c'est des preuves, c'est des traces de preuves effacées. Et donc, j'ai dit bien, nous sommes dans un flou artistique, mais il y a effectivement que, peut-être avec l'intervention des témoins, on aura davantage de lumière sur cette affaire. Parce que dès qu'on est rentré dans le système de la justice classique, avec des avocats aussi qui veulent gagner ou faire en sorte que la peine de leur client puisse être diminuée, il y a aussi une ligne de défense à prévoir et c'est ce que nous sommes en train d'assister. Maintenant, on attend de voir à la fin comment est-ce que les choses vont retourner. Est-ce que les témoignages arriveront à confondre le général et les autres ou bien les témoignages vont les blanchir parce que c'est un procès. Là, on attend de voir.
Le second avant-propos, c'est 7 hackers au plan international qui ont été également mis aux arrêts, 7 à travers le monde. Et maintenant, à travers, comme on appelle ça, un système où on vous fait payer des rançons. Et c'est un coup de filet. Et les puissances internationales s'enorgueillissent. J'ai dit bien 7. Et d'ailleurs, pour certains, ce n'est que les menus frétins qui ont été pris. Ce n'est même pas les gros bonnets qui se cachent derrière ces hackers-là, qui effectivement ont fait un travail de fond sur le web et qui ont eu pour obtenir de la rançon. Donc, qui bloquent le système, et puis vont verser beaucoup d'argent et puis assurent le contenu. Donc, c'est-à-dire, c'est un monde virtuel avec également ces escrocs virtuels, avec ces preneurs d'otages virtuels et aussi avec des gens qui réclament des rançons à travers un travail virtuel. Donc, entre le virtuel et le réel, il n'y a qu'un pas à franchir. C'était mon dernier avant-propos. Merci, juge Bouma. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Je le disais en début d'émission, Abdoulatif Coulibaly est notre convoqué du jour. Il est journaliste. Il est également secrétaire général du gouvernement du pays de la Teranga. Bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Merci de m'avoir invité à votre plateau, sur votre plateau, pour parler, comme vous le dites, de journalisme et journalisme d'investigation. C'est un plaisir d'être ici. Nous allons également parler de votre engagement politique. Effectivement, je l'ai rappelé tantôt, vous êtes fait un nom dans le domaine du journalisme, notamment le journalisme d'investigation. Depuis 2012, vous avez ajouté une corde à votre arc en descendant dans l'arène politique. Beaucoup de vos admirateurs n'avaient pas compris cet engagement-là. 9 ans après, est-ce que vous avez eu raison de faire ce choix-là? Merci pour cette invitation, je le dis encore. Je suis là dans le cadre du FLEP. Je rappelle que pendant 30 ans, j'ai été journaliste. Je me suis particulièrement intéressé au journalisme d'investigation, qui m'a permis de publier un certain nombre d'ouvrages et des essais politiques. Après 57 ans de pratique dans le journalisme, plutôt mon âge 57 ans, j'ai rencontré M. le Président de la République, à l'époque, bien avant qu'il soit d'ailleurs Président de la République, et il m'a proposé de faire de la politique. À l'époque, j'étais en moi une sorte de carrefour de ma vie professionnelle et de mes activités dans l'ensemble. J'avais la possibilité de faire autre chose. Le journalisme, à 55 ans à l'époque, la loi prévoyait qu'on allait à la retraite. J'ai fait 55 ans, 2 ans de plus. Donc, je pourrais bien me permettre d'aller faire autre chose après 30 ans de métier. Hein. Je dis bien 30 ans de métier. Ceux qui sont dans la promotion ici, les Charles, Antoine Bambara et les autres, ça veut dire qu'on est sorti de l'école il y a longtemps. Donc moi, j'avais le choix de faire ce que j'avais envie de faire. Je l'ai fait. Ceux qui ne comprenaient pas et qui avaient beaucoup de sympathie pour moi et admiraient quelque part ce que je faisais à l'époque, j'en étais désolé. Mais ceux qui me critiquaient parce que j'avais fait un choix de ma vie, j'ai laissé également la liberté de me critiquer. C'est ça la vie. Hein. Vous faites des choix et les gens vous critiquent, d'autant plus que vous étiez un homme public, par votre fonction, par votre carrière. Je reconnais. Maintenant, je ne peux pas vous dire si j'ai raison ou je n'ai pas raison. Mais je suis en accord avec moi-même et en harmonie avec ma propre conscience de professionnel, mais également de politique. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je ne sais pas. L'avenir le dira ou les gens le diront à ma place. D'accord. Alors, vous êtes connu pour avoir une plume acerbe. Vous êtes très critique, hein, notamment pour ce qui est des questions de bonne gouvernance. Quand on franchit la barrière et qu'on se retrouve de l'autre côté, est-ce qu'on ne relativise pas un peu? Vous savez, malheureusement, nous, les journalistes, sont pas un cas. Je l'étais. On donne des opinions et des jugements de valeur, souvent sur le travail que les gens font. Admettons qu'on dise que je suis critique. Regardez le travail que j'ai fait. J'ai publié, je crois, à date, 11 ouvrages. Ce qui guide principalement mon travail, c'est d'aller découvrir des choses, soit qui étaient cachées, ou des choses qu'on n'aurait pas pu découvrir si on n'avait pas fait l'investigation. Parce que le journalisme d'investigation, ce n'est pas simplement de faire de l'investigation sur la politique, mais de faire de l'investigation, comme c'était mon cas, sur la gouvernance. Et dit, vous êtes très critique. C'est les faits qui étaient critiques. Prioritairement pour moi, ce qui était le plus important, c'est aller trouver des faits qui étaient soit cachés volontairement ou cachés parce que simplement quelqu'un n'est pas allé les chercher. Je les mettais à la face du monde pour dire voilà ce qui se passe. Mon premier ouvrage que j'ai publié, c'est en 1999, sous le régime socialiste.
J'ai fait une enquête pendant 6 ans. Vous parlez justement de coup d'État et d'assassinat ici. Chez nous, en 62, il fallait y avoir un coup d'État, entre guillemets. Je suis allé enquêter pendant 6 ans auprès des acteurs. Avant cela, personne ne l'avait fait. Il dit voilà comment s'est passé le coup d'État de 1962 dont on parle, auquel je ne crois absolument pas du tout. C'était mon hypothèse de travail. Je suis allé voir le chef d'état-major général de l'armée, à l'époque, qui n'avait jamais parlé auparavant. Je suis allé voir le commandant en chef de la gendarmerie, qui n'avait jamais parlé auparavant. Je suis allé voir tous les acteurs, les députés, le vice-président, le président du conseil d'État à l'époque, Mamadou Dia, et d'autres personnes. J'avais dans mon calepin à peu près 102 personnalités. J'ai pu interroger les 64 personnalités. Les autres, malheureusement, en cours, ils ne sont pas partis, ils sont partis. J'ai dit, voilà ce qui s'est passé en 62, le 17 avril 1962. Et j'ai dit, voilà les acteurs. Est-ce que c'est moi qui suis sévère ou c'est les gens qui ont posé les actes contraires à la Constitution sénégalaise qui ont été pas justes? Est-ce que ce que vous venez de relater, il est sévère ou il dit les faits tels qu'ils sont déroulés? Est-ce qu'il est sévère contre le général dont il parle ou il a révélé au monde le comportement d'un général? Maintenant, il est vrai que quand vous le faites, c'est tellement rare dans l'anderno journalistique africain qu'il y ait de l'investigation, surtout dans les pays francophones, on en voit particulièrement dans les pays anglo-saxons. Ce n'est pas étonnant que les Nigérians gagnent souvent les prix d'ailleurs, les prix Nobel. Ils sont souvent premiers, contrairement aux pays francophones. Chez nous, très vite, vous êtes assimilé à quelqu'un de critique. Je l'ai été quand il fallait l'être. Mais j'ai également félicité quand il fallait féliciter. Maintenant, chacun jugera. J'ai fait autre chose. Je travaille sur la politique. Je crois avoir beaucoup de rigueur avec moi. Et pour moi, c'est ça le plus important. Si vous voulez être sévère avec des faits qui ne le sont pas, vous perdez votre temps. Si les faits sont sévères par ce qu'ils représentent comme méfaits par rapport à la société, vous l'exposez, c'est vous-même qui êtes sévère. Ou c'est vous-même qui êtes, je ne sais pas comment. Mais enfin, j'assume tout ça. J'ai fait à un moment donné, j'ai tourné la page, j'ai fait autre chose. Voilà. D'accord. Juge Bougouma. D'accord. Vous dites que vous avez tourné la page, vous avez fait autre chose. En 2011, vous avez voulu être candidat à la présidentielle. Vous avez manifesté votre intention. Est-ce que, comment on appelle ça, cette option aussi est totalement, cette page est totalement tournée? Oui, à mon âge, c'est terminé ça. Oui, c'est terminé. Je considère qu'un chef d'État doit être vigoureux, bien portant, n'approche pas les 70 ans. C'est mon avis. Ok. Une autre question. Maintenant, vous occupez à quoi? Politique, médias? Non, je vous l'ai dit, j'ai tourné la page des médias. Les médias parlent des médias simplement quand c'est la réflexion. Je dis, j'étais universitaire quand même, je suis diplômé, je suis docteur en sciences des médias et de la communication. J'étais professeur à l'université de Dakar, j'ai choisi volontairement de démissionner et de partir, d'exercer mon métier comme je l'entendais le faire. J'ai fait de la réflexion autour du journalisme. Hier, au Philippe, on m'a invité, non pas en tant que politique, mais on m'a invité en tant que praticien du journalisme, qui a pendant 30 ans fait du journalisme, et une bonne partie de ces 30 ans, peut-être 10-15 ans, a fait du journalisme d'investigation. J'ai été invité à ce titre-là. La politique, je la fais et je l'assume. Je suis d'ailleurs candidat à l'élection municipale prochainement dans une petite bourgade de 20 000 habitants, juste à la frontière avec la Gambie. Et j'adore ça, je le fais, une politique de proximité. J'ai été ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance, porte-parole du gouvernement, chargé des relations avec les assemblées. Je suis resté là-bas 2 ans. J'ai été ministre, secrétaire général du gouvernement à l'époque, sous la coupe d'un Premier ministre, auprès de qui j'étais attaché. Aujourd'hui, avec la disparition du Premier ministre, on a reconduit encore le secrétaire général du gouvernement, qui est rattaché auprès du président de la République. C'est là qu'il rencontre, qu'il assiste dans ces immenses tâches de coordination de l'action gouvernementale. Je dis assiste. Et qu'il assiste également dans le travail de fabrication des normes qui gouvernent le pays, mais dans le cadre également de la coordination des activités des entreprises publiques, également du travail gouvernemental en collaboration avec les ministres qui sont titulaires des secteurs. C'est ça que j'ai fait aujourd'hui. La politique, elle me passionne. J'avoue que je n'avais jamais été loin de la politique, parce que j'ai été chef de desk politique, chargé des questions politiques, responsable desk politique chez nous à l'époque. Mais je ne faisais pas que ça. Je faisais également beaucoup de choses, beaucoup d'activités. J'étais professeur à l'université, j'ai démissionné. Le groupe Sud Communication a créé un institut de formation
en journalisme, en communication en journalisme, le premier d'ailleurs, à l'époque, dans un pays francophone, excepté le département de communication de l'Université de Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, mais enfin, qui insistait particulièrement d'ailleurs sur la com et non pas sur le journalisme. Nous, c'était les deux à la fois. Bref, je l'ai dirigé pendant 15 ans, je suis parti. Je crois avoir retourné à mon métier ce qu'il m'a donné, parce qu'il m'a tout donné dans la vie. Moi, tout ce que je savais, tout ce que je pouvais, je l'ai donné à ce métier-là. Maintenant, je fais autre chose. La politique, elle me passionne. Alors oui, il y a beaucoup de confrères, donc d'hommes de médias qui ont basculé dans la politique. Il y a toujours un déclic. Pour vous, c'est parti de quoi? Rien. J'étais à un âge où, bon, je ne veux pas dire que j'étais saturé de faire. J'avais deux options, en fait. J'étais pendant 1 an quasiment en Côte d'Ivoire, où j'assistais le représentant permanent des Nations Unies en matière de surveillance de la presse et de notation de la presse. Et j'avais le plaisir à l'époque, les Ivoiriens qui m'écoutent savent de quoi je parle, pendant presque 8 mois à faire l'ensemble de la Côte d'Ivoire, d'avoir recyclé plus de quasiment peut-être 500 journalistes ivoiriens. À l'époque, c'était passionnant. Quand je suis revenu en 2008, par un coup de hasard, probablement également d'un intérêt personnel, j'ai été choisi par l'opposition de l'époque comme personnalité indépendante pour participer à ce qu'on appelait les Assises nationales. Les Assises nationales, c'était un très grand moment d'introspection politique nationale, engagé à l'époque par l'opposition à Abdoulaye Wade. Et j'avais été commis comme étant le président de la commission départementale, dans le département de Foundiougne, la région de Fatick, la région du président Macky Sall, où j'avais été désigné pour diriger la commission départementale de consultation citoyenne. J'avais dirigé, j'ai fait un rapport, et j'avais été coopté avec Chérif El Valissei, que les Burkinabés connaissent très bien, qui était au SILS pendant des années, paix à son âme, et j'étais le rapporteur national, j'étais le rapporteur national des questions de liberté de presse, liberté d'expression, et de liberté tout court, démocratie. C'était les 2 rapporteurs nationaux. À la suite de ça, j'ai été piqué par le ministre de la pratique qui m'a préparé en 2008 à ça. Donc, j'en suis arrivé à ma conclusion que je quitte le journalisme pour faire la politique. Je avais déjà commencé à ouvrir un cabinet de consultance qui m'aurait permis d'aller faire autre chose également, de faire valoir mes compétences et mon métier. Voilà. Beaucoup de Burkinabés me connaissent de ce point de vue-là, ils savent ce que je faisais à l'époque. Et j'ai décidé de partir parce que c'était ça mon option. Je ne voulais pas être journaliste, en même temps être un journaliste affairiste qui faisait des affaires, parce que ça se bon, hein, ou qui sont là, qui tirent quelque part les ficelles. Jamais je n'ai été. J'avais de très bonnes relations avec les hommes politiques, mais pas d'acquaintance en termes de dire c'est un ami avec qui je suis, etc. Non. Je n'avais pas fait ça. Je ne le reproche à personne. Mais j'avais préféré moi-même m'impliquer en politique. Et, faire valoir mes propres compétences, ma vision des choses, mais également mes illusions parfois. Hein. Ça, il faut l'admettre. Voilà, en politique, il y a beaucoup de désillusions. Il y a des illusions parfois. Il y a des prétentions, malheureusement, et des ambitions qui sont légitimes. Voilà. Ce que je peux répondre à. Abdou Latif Coulibaly est notre convoqué du jour, journaliste et secrétaire général au gouvernement du Sénégal. Avec vous, ministre général du gouvernement du Sénégal. Alors avec vous, on va parler journalisme, on l'a dit. Vous êtes au Burkina Faso dans le cadre du Festival international de la liberté de la presse, 9e édition. Déjà, un mot par rapport à cette tribune-là qui permet justement de passer à la loupe tout ce qu'on fait comme travail et surtout la question de la liberté de la presse. Si mes souvenirs sont exacts, je crois que je suis à ma 5e participation. Parce que quand j'étais journaliste, je ne crois pas avoir raté, jusqu'en 2012, une seule édition. Parce que je trouvais que c'était un moment formidable de parler de notre métier et que nous-mêmes que nous en parlions. Parce qu'il y avait beaucoup de panels et les journalistes eux-mêmes qui en parlaient. Et pour moi, c'était une innovation majeure et elle était fondée par un acte qui nous a tous désolés à l'époque, qui est intervenu le 13 décembre 1998 ici. J'avoue que le mois précédent, j'étais là, au Burkina, à l'occasion d'un atelier de presse que la Fondation Ebert avait organisé à l'époque, ici même. Et j'étais parmi les intervenants dans le corps. Et pendant ce jour, j'avais vraiment eu le temps de bavarder beaucoup avec Norbert Zongo, qui pour moi était une figure de référence.
dans la pratique du journalisme ici au Burkina Faso. Je ne parle même pas de la finesse de sa plume, mais également de l'intelligence de cette plume-là. Mais je parlais également des faits qu'il allait chercher et qu'il dévoilait au Burkinabé. Pour moi, c'était une chose formidable. Nous avons beaucoup échangé sur ses inquiétudes, sur ses préoccupations, etc., etc. Et moi-même, j'étais dans le même cas quasiment chez moi au Sénégal. Il y avait beaucoup de bruit autour d'un livre que j'ai préparé qui est sorti en octobre 1999. J'en parlais tout à l'heure, qui a fait le point sur tous les complots qui ont eu lieu, 50 ans d'indépendance à l'époque au Sénégal. J'avais réussi à, si tu veux, je me souviens, j'ai d'abord publié une grande enquête dans le journal Sud Quotidien à l'époque, pour ensuite continuer l'investigation pour en faire un ouvrage en 1999. On parlait beaucoup de ça, de la pratique du métier, les difficultés, etc. On avait beaucoup échangé, mais j'étais loin de me douter qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Parce que normalement, je pense qu'il a été assassiné le 13 décembre. Mes souvenirs sont exacts. J'ai trouvé ça horrible, quoi. Donc j'y viens. J'ai eu le privilège d'avoir prononcé un discours devant tous les confrères africains. À l'époque, on était sur le cimetière, on rendait hommage à Zongo. J'avais produit un papier sur la demande de mon jeune frère Abdoulaye Diallo, à l'époque shérif Sissavané, que vous connaissez très bien. Et puis, c'est parti comme ça. Je suis revenu. J'étais confortablement assis dans mon bureau quand le comité d'organisation par Abdoulaye m'a envoyé un message en disant « Nous souhaiterions que la conférence inaugurale soit prononcée par vous-même. » Passant à un sujet qui me préoccupe, en fait, quel type de médias et quelles pratiques face aux enjeux majeurs, crise autres, et développement de la technologie. Je suis venu avec beaucoup de simplicité, mais avec beaucoup de détermination à parler de la question du journalisme en Afrique. D'abord, faire un constat qui est un constat d'évidence. Partout en Afrique, c'est incontestable. Il y a eu un développement fulgurant de la presse entre 1990, je crois la conférence de Windhoek, c'était en 91, et aujourd'hui. Non pas par le fait de la conférence de Windhoek, simplement, les gens le disent parfois, mais je n'y crois pas. Parce que le mouvement était déjà engagé bien avant la conférence de Windhoek. La conférence de Windhoek n'est venue faire un constat, même si c'était sous l'égide de l'UNESCO. Au moment où l'UNESCO débattait d'une question essentielle, le NOMIC, le nouvel ordre mondial de la communication, l'information et la communication, nous au Sénégal, à travers un groupe de presse, on avait déjà posé une question de principe qui ne nous opposait pas, mais qui complétait les discours à l'extérieur, avant de demander à l'Occident de nous aider, de façon hypothétique d'ailleurs, et même incertaine, un ordre mondial de la communication. Nous disions à l'époque, mais justement, il faut également un ordre national, un nouvel ordre national de la communication. C'est la raison pour laquelle le groupe Sud Communication a été baptisé Sud Communication. D'abord, le Sud communique pour lui-même, et en son sein, on demandera de façon aussi plus légitime que les autres acceptent qu'il y ait un nouvel ordre mondial de la communication. Nous avons débattu sur ces sujets, nous sommes arrivés à un point où les médias se sont développés assez conséquemment en Afrique. Je me souviens de la bataille épique que, comme groupe, j'étais directeur de développement du groupe Sud Communication à l'époque, nous avions commis un avocat quand le gouvernement du Sénégal a estimé devoir donner une fréquence à une puissance étrangère sur notre sol et que nous, Sénégalais, on demandait d'avoir une fréquence chez nous, on dit non. La loi sénégalaise l'interdit, la Constitution l'interdit parce que c'est une discrimination à l'encontre des Sénégalais, des citoyens. Alors qu'on ne pouvait même pas discriminer les Sénégalais avec des étrangers. Et nous discriminer sur notre problème. On a commis un avocat, on préparait un dossier devant le juge, peut-être nous aurions perdu. En tout cas, à partir de ce moment, à l'époque, le président Abdou Diouf avait estimé devoir nous appeler à une conversation s'adressant à notre président directeur général, qui est allé, lui a dit « Babacar, j'accepte, parce que le principe que vous posez est un principe juste. Je vous accorde une fréquence. » C'est la première fréquence de télévision privée qui a été d'ailleurs inaugurée de façon extraordinaire par les présidents Diouf, Mao Ultaya et le président Lansana Conté. Non, pas Lansana Conté, Alpha Oumar Konaré. C'était en 94 plutôt. C'est le 29 décembre 1993 qu'on a eu la fréquence, le 12 janvier 1994, où on l'a inauguré. Bref. Donc, partout en Afrique, les pays anglophones, c'était déjà quasiment une tradition. Au Ghana, avec les Kwame Karikari, les Cabral et les autres. Et
au Nigeria également, mais partout en Afrique, la presse était dans un bouillonnement extraordinaire. Donc il est indéniable et incontestable que la presse a eu un succès. Entre ce qu'on a pu observer entre 1960, 58, 60, jusqu'à à peu près 1985, les années 85, on a remarqué un développement fulgurant de la presse dans le pays, en termes qualitatifs d'ailleurs, et en quantité aussi. Le nombre de... Et même les médias radio sont nés au Burkina, paix à son âme, Moustapha Chombiano, avec qui j'ai voyagé aux États-Unis pendant 15 jours. À l'époque, on y était pour savoir mettre en onde une radio privée. Je vous assure que quelque chose s'est passé dans ce continent-là. Et on l'a assumé. Donc, on a pu remarquer un développement de la presse, mais également un élargissement. En même temps, paradoxalement, un affaiblissement de la qualité. Ça, c'est un fait. Parce que la massification des médias a entraîné malheureusement une forme de réduction de la qualité et de la compétence. C'est normal. Quand vous êtes 50, c'est plus facile de contrôler, c'est plus facile de recruter les meilleurs. Mais quand vous devenez 1000, 2000, la question se pose autrement. Maintenant. D'accord. Alors, vous avez tantôt évoqué le souvenir de Norbert Zongo. On peut dire que son sacrifice n'a pas été vain. Aujourd'hui, le Burkina Faso, dans la zone francophone en Afrique, est classé au premier rang en termes de liberté d'expression. Ouais. Quel est votre regard justement sur cette liberté d'expression-là? C'est ça que j'ai expliqué. Mais il y a des rançons pour la société. Des rançons terribles. Aujourd'hui, je ne parle pas des réseaux sociaux. Ça, je les classe parce que pour moi, quand on parle de journalisme, c'est Internet, c'est les sites constitués qui sont identifiés comme des sites d'information. Mais les gens qui se réveillent parce qu'ils ont quelque chose contre le journaliste que vous êtes Drago, ou ils ont quelque chose contre les juges, et puis ils s'attaquent à leur personne, ça, pour moi, c'est pas du journalisme, ça ne sera jamais du journalisme. En revanche, il y a des sites identifiés ici, au Burkina, comme au Sénégal, comme étant des sites d'information générale, classés par toutes nos lois comme organes de communication sociale. Ça, je parle de ces gens-là. Il est clair que la massification a entraîné une dépréciation de la valeur journalistique, la qualité des hommes et des femmes qui le pratiquent, et même de leur formation tout court. Au Sénégal, j'ai un confrère qui dit quelque chose de très marrant, qui dit quand quelqu'un a échoué partout, mais au moins il sait écrire un peu le français ou parler une langue nationale correctement, il s'engage comme journaliste. C'est pas flatteur pour nous les journalistes. Je ne le suis plus. Parce que journaliste, pour moi, c'est lui qui est dans une rédaction. Je ne suis plus une rédaction. Mais je suis journaliste de profession. Je le revendique haut et fort. Ils sont venus massivement. Et une autre dimension qui est certainement la plus essentielle. Le manque de capitaux et d'investissements conséquents dans les médias. Rares sont les privés détenant des moyens financiers conséquents qui ont investi dans les médias. C'est au petit bonheur la chance que certains se sont sacrifiés, ont fait... J'imagine que là également, dans le cas, mais quelqu'un qui à l'origine n'était pas journaliste, mais disposait de fonds conséquents pour investir, recruter des journalistes professionnels, payer ces journalistes-là, les mettre dans de bonnes conditions de travail, ça a été un frein au développement de la presse. La massification s'est faite sans capitaux substantiels, donc tout le monde arrive dans la région, il y a même des journalistes qui ne sont pas payés mensuellement. C'est au petit bonheur la chance qu'ils sortent, qu'ils font un travail, qu'ils reviennent. Quand ils arrivent, c'est parfois pitchant, pas seulement non, c'est vrai, je le dis, parce que je me sens toujours journaliste. Qu'ils squattent les séminaires, squattent beaucoup d'ateliers. Avant de partir, ils demandent les billets, parce que certainement, ils ne sont pas venus avec une voiture de reportage. C'est des problèmes. Nous avons une conviction, moi qui me paraît anachronique, de penser qu'on peut faire le journalisme sans capital. C'est pas vrai. Il faut se résoudre à une réalité, une évidence. L'information est un produit économique au même titre que l'arachide que vous vendez sur le marché, malheureusement. Ça veut dire qu'il faut des finances pour le produire, pour faire un reportage. Même si vous êtes géri, il faut, journaliste reporter d'image, il vous faut une caméra, il faut des batteries, il faut vous transporter sur le terrain, il faut vivre, il faut habiter dans un hôtel, mais c'est de l'argent qui vous le donne. S'il n'y a pas un financier derrière qui cherche de l'argent d'abord. C'est une illusion de croire qu'on peut faire du journalisme avec des moyens de débrouillardise, on va arriver à un résultat. Et toute cette question-là, quand vous regardez un jeune journaliste, tout de suite, il va vous le dire. Hier, on me l'a dit. Ouais, la tête pleine, les poches vides. On ne demande pas des gens qui sont riches, mais on demande que des gens soient payés à la fin du mois, comme l'instituteur l'est, comme le prof l'est, comme l'ingénieur l'est, qu'ils soient payés. Combien de jeunes journalistes n'ont pas dans un rôle de paye ici, au Sénégal également?
Et combien de journalistes sont effectivement considérés par les entrepreneurs des médias comme étant des gens qui sont représentatifs d'un corps, bénéficiant de tous les avantages de la convention collective des journalistes. Il y en a peu. Si au Sénégal, il y a à peu près peut-être une vingtaine de quotidiens. Je n'ose pas recevoir des foudres, mais je demande si 5 quotidiens, la loi qu'on appelle la convention collective qui règle la paie des journalistes, leurs conditions de travail est respectée par ces médias-là. D'accord. Encore moins les radios. Oui, effectivement, vous avez invoqué le Windhoek lors du festival de Philippe de 2009. C'était d'ailleurs l'évaluation de Windhoek, les bilans, effectivement, et les perspectives. Vous aviez en son temps tenu également une communication. Parce que aussi, si on parlait d'alternance, c'était l'actualité. Vous avez aussi demandé que ce changement au niveau de la tête des organes professionnels, de ceux qui dirigent ces organes-là, ça n'a pas été également bien accueilli dans certains milieux. Vous êtes réputé n'avoir pas la langue dans la poche. Est-ce que depuis également, du métier aux organisations, est-ce que les lignes aussi ont bougé? J'ai été directeur général d'une radio privée, la première du Sénégal. L'une des plus puissantes dans les années 80, 90, jusqu'en 2000, au milieu des années. Avec le plus grand nombre de journalistes que je dirigeais à l'époque, il y avait une quarantaine de journalistes qui étaient salariés, payés. Quand je suis arrivé, le tiers des journalistes étaient sur le rôle de paye qui recevait un salaire décent. J'ai mis tout le monde dans la convention. Tous les gens qui détenaient un diplôme journalistique. Mon propos n'était pas de dire de changer les personnes. Non. C'était de changer les modèles économiques qui sont en vigueur dans les médias africains. Je souhaite que le Conseil des chargeurs, c'est un exemple parce que simplement, en France, c'est eux qui ont racheté Libération au départ, avant que Libération ne passe entre d'autres mains, je crois, j'avais Niel en France. Je souhaite également qu'un grand opérateur économique au Burkina Faso se rende compte un jour que les médias, pour produire de l'argent, peuvent faire de l'argent et investir dans ce domaine-là. Mais attendre la rentabilité. Une télévision, la durée moyenne pour l'équilibrer est 5 ans. La durée optimale pour la rentabiliser est de 10 à 15 ans. Vous ne pouvez pas investir aujourd'hui et attendre des retours sur l'investissement en moins de 10 ans. Il faut que les gens qui ont des reins solides derrière puissent investir et attendre des retours sur l'investissement dans un délai raisonnable. Et si vous investissez aujourd'hui 1 milliard, vous voulez 1,5 milliard 2 ans après, c'est de l'illusion. Mais ça, pour les convaincre, c'est difficile. Quand on a des taux de placement dans l'immobilier qui vous rapportent 11-12% par an, vous n'allez pas mettre votre argent dans un truc hypothétique avec le risque de vous mettre en brouille avec le gouvernement en plus. Hein? Parce qu'un homme d'affaires qui opère, les privés africains, généralement ont des relations très étroites de connaissances assidues avec les pouvoirs. Si vous permettez d'opérer un organe de presse qui est critique, c'est à vos risques. Donc je comprends bien la réticence des uns et des autres à investir. En toute état de cause, il n'y a pas à travers le monde un seul modèle économique viable, capable de présenter des médias qui ont une tonicité, une compétence, et également produisent une information à la hauteur des demandes d'un peuple. Il n'y en a pas. Partout, les modèles sont des modèles économiques cohérents, prévisibles, c'est le capital qui est derrière. Je sais que je me fais difficilement entendre, mais c'est une réalité, c'est une évidence. C'est même de la tautologie que de le dire. Il n'y a aucun projet économique qui peut réussir sans que les facteurs économiques qui favorisent sa réussite ne soient présents. Demandez-le aux opérateurs du bâtiment, demandez-le aux boulangers opérateurs du pain. Je dis c'est une exigence normale et naturelle. Mais ici, on fait comme si un jeune qui m'a parlé hier en me disant « Oui, mais est-ce que vous ne méfiez pas du capital ?» J'ai dit « On se méfie de tout, y compris également même des marabouts. Chez nous, il y en a beaucoup, il y en a des charlatans. Ici aussi, il y en a des charlatans. On se méfie de tout. Ce n'est pas se méfier, c'est être prudent, c'est être précautionneux. C'est avoir un projet cohérent bâti sur une rationalité. Vous savez, l'irrationalité n'a jamais favorisé quelque chose de substantiel dans la vie. Mais il faut compter avec. On les intègre dans la démarche et on avance. Si on ne le fait pas, on a beau dire, on a beau faire, on n'avance pas. Moi, mon point de vue est celui-ci. Je préfère qu'il y ait 4 quotidiens Burkina Faso qui vont vivre pendant 100 ans que d'en avoir 50 dont les 20 ou les 30 vont mourir dans 3 ou 4 ans. Il y en avait combien au départ? Ils vont disparaître. Parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Vous pensez qu'une population comme celle de Ouaga,
Sénégal, pour consommer chaque jour 20 quotidiens, mais c'est une illusion, ou 14 ou 15, c'est pas possible. D'accord. Si vous allez sur l'île de France, il n'y a pas plus de 5 quotidiens. Ensuite, il y a les côtés. France, vous avez Figaro, vous avez Aujourd'hui Paris, etc. C'est 5 ou 6 quotidiens pour toute l'île de France. Vous allez dans les régions. Ce modèle n'est pas aux États-Unis. Je crois qu'il y a 4 quotidiens nationaux. USA Today, Boston Globe, vous avez Washington Post, le New York Times. Sinon, vous n'entendez aucun autre journal, vous le connaissez aux États-Unis, de l'extérieur. Tous les journaux, c'est des journaux régionaux. Ici, nos régions ne peuvent pas supporter les journaux. Par conséquent, il faut qu'on en arrive à dire que le meilleur modèle pour le développement de médias structurés et très forts, qui sont dans une situation pérenne, c'est qu'il y ait un capital. D'accord. Pour investir. Vous l'avez dit en début d'émission, le contexte de la pratique journalistique a évolué avec le temps. Aujourd'hui, dans certains pays, notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il faut tenir compte de la réalité terroriste. Aujourd'hui, la question de la sécurité. Il faut en même temps rester professionnel, respecter la déontologie et puis respecter aussi le droit à l'information sans jouer le jeu de ceux qui attaquent ces pays-là. Finalement, est-ce que ce n'est pas souvent une équation difficile à résoudre? Je voudrais, avant d'aborder votre question qui est très pertinente, dire quelque chose. Les meilleurs quotidiens de la sous-région africaine, on les trouve où? Nigeria, au Ghana. C'est des puissances. C'est des puissances économiques, c'est des privés qui investissent. Vous allez Et d'ailleurs, si vous regardez les prix Norbonne-Zongo, généralement, qui les gagne? C'est les Nigériens. Samedi, ils seront là encore. Je ne connais pas les résultats, je le dis au départ. Mais ils vont gagner massivement. Pourquoi? Parce qu'ils font de la bonne production. Ils font de la bonne production, pourquoi? Parce qu'il y a des investisseurs qui sont derrière. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'ils fassent de très bons papiers dans l'intérêt général, que l'Afrique de l'Ouest elle-même, dans son entièreté, à travers les filières, le connaît. Votre question, c'est... La question sécuritaire et la pratique journalistique. Comment trouver le bon équilibre pour respecter le droit à l'information et ne pas jouer le jeu de ceux qui attaquent? Il faut moins d'opinion dans la production médiatique. Le drame, c'est moins les faits que les opinions, les commentaires qui accompagnent les faits. Si vous êtes capable d'être sur la route, la trans internationale qui relie Dakar, plutôt Ouaga à Niamey, vous avez un véhicule, vous faites le parcours, vous rapportez les reportages, où se trouvent les patrouilles, est-ce qu'elles sont fréquentes, sur la base de faits. Vous rapportez ce qu'il y a là-bas. Et ce que vous rapportez, on perçoit à travers ça la situation de l'armée, ses difficultés, etc. Je ne parle pas précisément, je prends un exemple. Mais personne ne peut vous faire le reproche. En tout cas, pas journalistiquement. Mais quand vous y allez, sans preuve, vous commencez à attaquer les militaires. Et vous revenez à votre papier et vous le publiez. Mais ce n'est pas juste. Je veux dire que les faits sont le garant et le justificatif de tout papier. L'opinion est intéressante, mais elle n'est pas substantielle ni fondamentale. Le problème dans la pratique du journal francophone, l'opinion prime sur le fait. Des fois, on commence, si un papier dit, le comportement scandaleux du ministre. Le ministre s'est comporté avec les journalistes de façon scandaleuse. C'est chez nous. Quel est le problème? Le ministre est arrivé avec 30 minutes de retard. Ce n'est pas correct. Mais raconte-nous d'abord, c'était quelle occasion? Le ministre est arrivé à 12h30. La réunion était prévue à 12h. Vous avez déjà donné une image du retard. Est-ce que vous avez besoin de dire le ministre en comportement scandaleux? Ma réponse est non. Donc, on peut tout dire, on peut tout faire en journalisme en employant le verbe qu'il faut, la phrase qu'il faut, le tempo, le moment et le genre journalistique. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de jeunes confrères aujourd'hui qui ne distinguent pas entre les genres rédactionnels. Le papier de fond, c'est un papier de fond, comme son nom l'indique. Vous allez chercher des éléments éclairants et des éléments qui permettent de comprendre, de mettre dans un continuum politique, social, économique, un fait. Un fait brut n'est pas un fait comme tel, mais il faut le raccorder à autre chose pour lui donner une signification pour le lecteur qui vous lit ou pour le lecteur qui vous écoute. C'est ça la vérité. Donc, quel que soit, vous savez, quelle que soit la situation dans un pays, qu'il y ait de la crise, qu'il n'y ait pas de crise, le journalisme, c'est la précaution et la prudence. C'est pourquoi nous avons des méthodes et des règles. Quand vous racontez un événement,
on vous demande de mettre en parallèle toutes les histoires. Vous en avez une, il en a une, le fait vous fait croiser vous deux. Vous avez votre histoire, il a son histoire. Mais raconter la seule histoire d'un seul point de vue n'est pas acceptable. Donc les militaires que vous avez envie de critiquer sur le parcours en disant c'est trop facile, machin, etc., ils ne sont pas là, etc., etc. Je prends un exemple. Il faut bien, si vous avez la possibilité de rencontrer les officiers, parfois même ils vont parler sous le cap de l'anonymat. Je sais de quoi je parle. J'ai parlé des fonctionnaires, des milices qui étaient dans un gouvernement à l'époque. Mais la règle du jeu, c'est une règle qui est claire. Ils vous donnent de l'info, vous traitez l'information. Mais vous ne la balancez pas brute. Vous la traitez l'information. C'est ça, la valeur ajoutée du journaliste. Est-ce qu'on les traite suffisamment? Je ne suis pas sûr. Au moment de la crise, Covid-21, Covid-19, Dieu nous garde une Covid-21, Covid-19, Covid-SARS-2, etc., le même comportement doit être observé en toutes circonstances. En temps de paix, en temps de guerre, en temps de tout. Avoir un rapport de distance avec le fait, être capable de traiter le fait, de le mettre dans un continuum, à la sortie de ce continuum. Mais ce n'est pas que tout le monde est satisfait, mais personne n'est substantiellement dérangé par ce que vous avez dit, mais dérangé par les faits eux-mêmes. D'accord. Juge Bourgman. Alors, vous avez dépeint une situation qui est réelle. La partie anglophone versus la partie francophone, effectivement, les différences sont grandes. Vous savez pourquoi? Nous avons pris beaucoup des latins. Les latins, l'opinion prime surtout, le commentaire. Regardez la presse française. D'ailleurs, c'était ma question. Je voulais savoir, c'est pourquoi d'ailleurs vous avez commencé à répondre. Regardez la presse française. Si vous les entendez. Aujourd'hui, les émissions les plus cotées en France, ce sont les émissions où on invite des gens qui ont des conceptions très anachroniques, qui ne répondent pas du tout aux situations actuelles, même si quelques personnes aiment bien entendre ce discours-là. Mais de toutes les manières, ce ne sont pas les gens qui vont aller sortir les vraies réalités des quartiers comme la banlieue. C'est pas vrai. Ils vont faire des taux d'audience minables. Et ce qui fait courir une télévision, par exemple, c'est les taux d'audience. Hein. C'est les taux d'audience. Si vous amenez 2 artistes, 3 ici, vous les mettez actuellement, vous les interrogez, ils vont avoir un taux d'écoute assez extraordinaire. De là, on spécule, on dit, c'est ça que l'opinion veut. Mais c'est pas vrai. Hein. Du tout. L'opinion vaut tout à la fois. Il faut savoir lui servir ça. D'accord. Vous avez parlé de genre journalistique. On va s'intéresser à l'investigation. C'est votre domaine de prédilection. Il y a une réalité. L'investigation coûte cher. Vous avez parlé d'enquêtes que vous avez menées pendant 5-6 ans. Alors que quand on parle des médias, surtout les médias privés, c'est aussi des industries qui doivent faire du chiffre. Finalement, est-ce que ce n'est pas un luxe? Et aujourd'hui, comment on fait pour pérenniser ce genre-là, tenant compte des réalités de nos médias? Dans le domaine d'investigation, il y a 2 temps. D'ailleurs, le modèle de référence absolue, si tu veux dire, moi j'ai fait mes études en Amérique du Nord, au Canada en particulier. Là-bas, la référence en matière de journalisme, c'est le temps où, à l'époque aux États-Unis, la mafia régnait en maître. Vous savez très bien que la mafia, en association avec certaines institutions américaines, ont éliminé Kennedy, comme Robert d'ailleurs. À l'époque, les journalistes étaient, je peux dire, en fait, des pionniers. Les pionniers de l'investigation, c'était des gens solitaires dans les rédactions, quasiment solitaires. Il n'y avait aucun soutien particulier. Il y avait un rédacteur en chef parfois. Vous avez vu le film Les Hommes du Président? Vous avez vu sur la guerre du Vietnam, comment on a caché les faits et comment des journalistes de Watergate, c'était en fait des gens qui allaient par eux-mêmes et par une source qui les a informés. Donc il n'y avait pas une solidarité autour. Quand il y a eu le journaliste du Philadelphia Inquirer qui a été assassiné, les journalistes d'investigation se sont associés à une vaste communauté. Dès que vous êtes sur un élément, vous le communiquez à des journalistes que vous... C'est ça, aujourd'hui d'ailleurs, qui est le prolongement de l'association des journalistes d'investigation qui ont sorti les Panama Papers et autres là. C'est dans cet esprit. Il y avait un soutien très fort. Mais chez nous, ça ne l'est pas encore. Vous y allez par vos propres moyens. Vous le faites, la rédaction est contente. Mais elle a des limites. Vous avez raison. Mais le genre d'investigation est un genre exceptionnel dans une rédaction. Ce n'est pas tout le monde qui fait d'ailleurs. Quand on fait
une révélation parce que vous avez bénéficié d'un document. Vous n'êtes pas un journaliste d'investigation. Un journaliste d'investigation, c'est au-delà d'un document, savoir mettre un document dans son contexte. Moi, j'en étais arrivé à tous mes résultats d'enquête importants. J'en publiais dans le journal, ce qui était comestible, mais ça continuait et je sortais des livres. Je crois que j'ai sorti 7 livres d'investigation sur l'assassinat du juge en 1993. Il faut savoir qu'en 1993, le vice-président du Conseil constitutionnel a été assassiné pour avoir été identifié comme un homme appartenant au parti de la majorité dans les temps où il faisait la politique. Bref, j'ai fait une enquête pratiquement de 4 ans là-dessus pour sortir le livre qui n'a pas... En tout cas, je n'ai jamais fait l'objet d'une procédure devant les juges. Et pourtant, je disais bien à l'époque, voilà comment le président de la République a participé, quel était le déclic. Parce que simplement, le président de la République qui a été élu en 2000 est arrivé, quelques mois après, il a amnistié tous les gosses qui étaient impliqués dans l'assassinat. Or, il était établi dans les enquêtes préliminaires de police qu'il avait été associé à ça. Il y avait quelque chose de suspect pour moi. Suspect dans la mesure où on vous accuse d'avoir commandité un assassinat, vous arrivez, non seulement vous les libérez, mais vous les indemnisez en plus. Alors que c'est eux qui avaient été condamnés pour indemniser. Ça n'avait pas de doute qu'il y avait un problème là. C'est comme quand le président s'est présenté à l'époque avec un avion flambant neuf qui datait de 25 ans, mais qu'il avait fait retaper complètement. Et bien lui disent, ce qui est agréable, il était à l'aéroport de Dakar, tout content, il montrait l'avion neuf, c'est vrai, flambant neuf quasiment, une Boeing 727 retapée à neuf, avec changement de moteur. Maintenant, il pouvait atterrir sur tous les aéroports. Il nous dit, ça n'a pas coûté 1 franc à l'État du Sénégal. Et ça a coûté à peu près 11 milliards, mais c'est le trésor sénégalais. Il dit, mais quel est le philanthrope au monde qui va donner 11 milliards en chef d'État pour réparer son avion sans que ça ne coûte rien à l'État? C'est pas vrai. C'est un questionnement de départ. Quand on a fait l'investigation, d'abord, c'est 27 milliards qui ont été dépensés. Et en plus, ça n'a pas été fait dans les usines de Boeing. À Miami, ça a été fait à Londres, à une surfacturation incroyable. Bref, on découvre des choses, on le dit. Donc l'investigation, c'est l'effet particulièrement aujourd'hui de certains journalistes qui vont seuls ici. Mais ça commence à s'organiser, je crois. Je ne sais pas, j'ai quitté les médias il y a presque une dizaine d'années. Mais ça commence à s'organiser. Ça coûte de l'argent, mais pour les résultats qu'on demande encore, on peut l'organiser. La question de savoir l'argent que la rédaction récolte, il va où? Il sert à quoi? Il ne veut pas partir du principe qu'on n'a pas d'argent et qu'il faut en conclure que on ne peut pas faire du journalisme d'investigation. D'accord. Alors, on a tantôt parlé du boom des médias sociaux. Aujourd'hui, ces médias-là ont libéré la parole. On a des activistes, on a des dénonciations presque au quotidien. Est-ce que finalement, ces plateformes-là sont une chance pour le journalisme d'investigation ou plutôt il faut s'en méfier? Je ne le crois absolument pas du tout. Les journalistes d'investigation, toutes les sources probables pour déclencher une enquête sont disponibles depuis bien des temps. En fait, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démultiplié les rumeurs, ils les ont portées à un niveau où ils n'ont jamais été portés dans le monde. C'est tout, mais ils ont toujours existé. Dans votre quartier, le président Léopold Sédar Senghor avait une expression extraordinaire, Radio Cancan. Cancan, pour rappeler le bruit, ils parlent, mais ils n'en savent rien du tout. Donc c'est Radio Cancan qui est transféré aujourd'hui sur Internet. Vous voyez, quelqu'un qui ne comprend rien en phénomène sort aujourd'hui, et puis en plus l'indécence. Vous allez voir 2 filles qui sont amoureuses entre elles, l'homosexualité, quelque chose qui est là, qui est un fin de société. Ils se sont cassés la gueule entre elles et puis ils publient tout sur Internet. Ça apprend quoi? Rien du tout. Ça vous apprend rien du tout sur l'homosexualité. Rien du tout. En revanche, ça peut toujours être une source de questionnement. C'est comme ça qu'il faut les prendre. Quand quelque chose commence à s'ébruiter sur les médias, il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Prenez la devise, il n'y a pas de fumée sans feu, probablement. Mais allez voir la source du feu. Il ne faut pas le reprendre. C'est peut-être là où il y a le danger. Il y a un penseur qui a dit avant, les imbéciles, passez-moi l'expression, avaient l'habitude de pinailler devant les bars. Dès qu'ils commençaient, il y avait quelqu'un pour leur fermer la gueule. Ces imbéciles ont l'avantage aujourd'hui d'avoir des outils comme Internet. Et les conneries qu'ils disaient, passez-moi l'expression, ils peuvent maintenant les démultiplier et les passer à travers le monde. Un ivrogne en Australie, dès qu'il dit des choses, aujourd'hui, ça arrive ici à Dakar, à Ouaga, partout dans le monde, à cause d'Internet.
D'accord. Juge Bourgmont, peut-être dernière question. Bon, c'est vrai qu'on est en train d'aller vers la fin pratiquement de cette émission, mais je voulais vous entendre sur l'actualité politique sénégalaise. Des velléités de troisième mandat sont prêtées à Macky Sall. Il y a un jeune, Sonko également, qui dérange. Alors, est-ce que dans un coin de la tête de Macky Sall, il envisage vraiment un troisième mandat? Il y a un principe, je ne parle jamais de l'actualité politique de chez moi, en dehors de chez moi. Jamais. Ce qui est clair. C'est clair. C'est clair comme réponse. Une autre question? Une autre question, c'est vous allez être candidat, vous dites candidat pour votre commune d'origine. Qu'est-ce que vous avez comme projet pour ces populations-là? Parce que c'est important, parce que je pose la question, parce qu'on a aussi des aînés qui ont été dans le métier, qui se sont convertis à la politique, il y en a qui veulent revenir pratiquement au devant de la scène. Certains veulent également aller, comme on appelle ça, dans des localités, comme vous l'avez dit. C'est un parcours que vous avez qui séduit la jeunesse, même si vous n'aimez pas parler de politique de votre pays en dehors de votre pays. Ça, c'est un question. C'est évident, je parle de la commune de ma candidature, oui. Mais ça n'intéresse pas les Ouagalais. Parce que les Ouagalais vont se demander mais je vais résumer ce que vous me demandez. Okay. Quand j'ai commencé à couvrir le FESPACO dans les années 90, j'avais trouvé ici un maire qui était formidable. Vous connaissez de qui je parle. Un maire de la commune. Simon Compaoré. Qui avait révolutionné cette ville. Quoi qu'on dise, c'est mon appréciation. À l'époque, ce n'est pas le politicien qui parle aujourd'hui, c'est le journaliste d'avant. J'aimerais quelque part, chez moi, faire comme il avait fait ici, à Ouaga. C'est la seule réponse que j'ai pour vous. Vous vous souvenez de ce maire, François Compaoré? Tout à fait. Simon Compaoré. Simon, plutôt Simon, le bon Compaoré, entre guillemets. J'étais frappé par une chose. Quand je me réveillais de mon hôtel à Misso, je sortais. Je voyais des jeunes dames qui avaient des balais, qui nettoyaient les rues. Cette philosophie-là, de l'effort de soi, de compter sur soi d'abord. Nous avons aujourd'hui au Sénégal ce qu'on appelle le Cleaning Day, qui est une bonne initiative qui se passe au Rwanda. Nous l'avons recopié parce que c'est une bonne approche. Bon, voilà des genres de choses. Il y a 9 compétences transférées dans une mairie. 9 compétences. C'est 9 compétences, la pêche, l'agriculture, la santé, l'école, etc., etc. L'adduction d'eau, l'eau, l'électricité. Il y a beaucoup de quartiers chez moi qui n'ont pas d'électricité dans une ville de 20 000 habitants. Mon souci, c'est d'abord de dire il y a 20% d'électrification de quartier X. Pendant mes 5 ans, je voudrais le porter à 70%. Voilà comment je raisonne. Il y a plusieurs quartiers de ma bourgade qui n'ont pas de l'eau. L'eau, c'est minimum. J'ai envie d'aller prendre les fonds que le gouvernement donne chaque année aux communes, de les mettre dans le réseau d'adduction d'eau. J'ai envie d'aller prendre l'argent qu'on met dans l'école, de construire des classes. Aujourd'hui, sur à peu près 15 000 à 20 000 classes ouvertes, physique, je veux dire, pas classe pédagogique, parce qu'une classe peut recevoir 2 cohortes. Il y a à peu près 6 000 qui sont en abri provisoire. Dès que la pluie commence, ça part. Je ne suis pas encore maire de ma ville. Il y a une école à côté de chez moi, où il y a 8 abris provisoires qui occupent 8 classes pédagogiques. Tout est les gosses, parce que la pluie a été prolongée cette année, ne sont pas encore à l'école. J'ai déjà réussi à intéresser une personne qui a construit 5 classes là-bas. Un de nos grands frères qui a réussi, je dis, mais c'est pas normal que tu as réussi dans ce domaine du BTP, que tu regardes, avoir une force de persuasion et de conviction par rapport à certaines personnes pour qu'ils investissent chez eux. C'est là, il m'a dit, mais grand frère, tu as raison. J'ai dit, fais ça. Il l'a fait. Il a mis 6 classes. À force de poser petite pierre par petite pierre, on arrive à un résultat. Je ne suis pas allé pour chercher de l'argent, c'est pas possible. Abdou Latif Coulibaly, merci d'être passé à la barre du tribunal. C'est un plaisir. Par contre, j'ai été effrayé par le concept de l'émission. Ah oui, alors, vous êtes. J'ai jamais pensé que nous me retrouver un tribunal en venant devant Ouaga. Vous êtes ministre, secrétaire général du gouvernement
du Sénégal. Vous êtes journaliste à la retraite, mais une source inépuisable pour la jeune génération. La preuve, vous êtes à Ouagadougou dans le cadre du filet pour partager votre expérience. Merci d'être passé et bon séjour à vous. C'est un plaisir. Merci aussi, juge Bouma, pour les clés de lecture. On va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.